En direct avec Émile Tamac, 46 sélections en équipe de France, 2 Coupes du Monde en tant que joueur, 1995 en Afrique du Sud, 1999 en France et en Britannique, et une en tant qu'entraîneur aussi, en 2011 en Nouvelle-Zélande. Et j'ai 48 ans. Une Coupe du Monde, c'est nos Jeux Olympiques à nous. Je dirais que c'est forcément dans le rugby, c'est le niveau ultime sur lequel on va rassembler les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde. Et à la fin de cette période, eh ben, on aura désigné une équipe championne du monde. Donc c'est l'histoire de se confronter sur un super tournoi à ce qui se fait de mieux, dans ta passion, dans ton univers rugbystique. Et ça cristallise tout ce que tu as travaillé toute ta vie pour pouvoir, pendant un mois et demi, donner le maximum dans ton univers rugby. De la fierté, de la reconnaissance, parce que je répète, beaucoup de grands joueurs n'ont pas eu la chance de faire des Coupes du Monde. Mais je crois que c'est aussi une récompense pour le travail effectué, récompense pour le joueur, mais pour toutes les personnes qui l'ont permis aussi de pouvoir se présenter et être à cette Coupe du Monde. L'entourage, bien sûr, les entraîneurs, les parcours, les clubs, la vie qu'il a eu, qu'il a menée, je dirais, à cet instant. Ouais, c'est tout ça. La Coupe du Monde, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça représente ton pays. Donc, on va dire encore une fois, la plus belle chose qui puisse t'arriver, bien sûr, de ton club, qui est ta famille, représente ton pays aux yeux de tout le monde, tes couleurs. C'est extraordinaire. Oui, bien sûr, comme si c'était hier. De souvenirs très forts imprégnés. Ça me fait plaisir, tu me dis que j'ai marché sur l'eau, j'aurais aimé marcher sur l'eau pendant la demi-finale quand il a beaucoup plu aussi. Il avait énormément plu. Oui, des souvenirs, ouais, très forts, très marqués parce que je pense que le pays, voilà, intensifiait les émotions qu'on pouvait avoir dans notre univers rugby encore. J'ai des souvenirs dès qu'on a posé le premier pied à Johannesburg, en descendant de l'aéroport. Je me rappellerai toujours de cette affiche immense où on voit un grand poster de Chester Williams marqué We are waiting. Ça veut dire en gros, nous attendons maintenant. Ça montre que les Sud-Africains sont prêts, qu'ils attendent ça depuis longtemps et que le pays attend ça. Que c'est un renouveau après ce qui s'est passé en apartheid. Donc il y a une saveur particulière. Il y a des souvenirs forts, des entraînements, d'un groupe aussi fort. Encadré par Pierre Berbizier, qui avait su faire en sorte qu'on doutait de rien, qu'on était habitué à se faire mal, à avoir mal. On savait qu'on allait avoir encore plus mal que d'habitude, mais on était prêt pour ça. Et c'était des conditions aussi pas faciles. On s'est entraîné dans une prison, mais je pense que tout a été fait pour que chaque moment soit imprégné. Et en même temps, on avait des conditions de logement qui étaient fabuleuses. Donc il y a toujours ce contraste entre je te donne d'une main mais je reprends de l'autre. Mais on était prêts, parce qu'on avait passé l'Afrique du Sud en 93, parce qu'on est passé en 94 à la Nouvelle-Zélande, qu'on avait battu toutes les meilleures nations et qu'on sentait pouvoir défier n'importe qui et que cette Coupe du Monde elle était à notre portée. On se sentait prêt parce que c'était peut-être justement pas meilleur endroit où marquer l'histoire et l'Afrique du Sud était peut-être tout trouvé. Des groupes d'expérience, des garçons emblématiques comme Philippe Sella entre autres. Bien sûr d'autres, mais Philippe Sella, Christophe Delot, Albert Sigagnac avait été appelé, Marc Cessillon, des garçons forts aussi de cette époque-là. Hein. Une génération forcément qui allait finir, et une nouvelle, représentée un peu par nous, les jeunes de l'époque, les Delegue, les Tamac, je me rappelle Sébastien Viars, les petits jeunes qui étaient là. Mais ensemble, on était un vrai groupe, on était un vrai groupe. Et chaque moment a été sublime, a été sublime. Oui, tout se passe plutôt bien, même si on a un parcours un peu chaotique, avec du facile comme la Côte d'Ivoire, avec du plus difficile, plus étriqué, les Tonga, de la dernière seconde contre l'Écosse. Mais on se qualifie, on suit notre parcours, donc on monte en puissance. On passe le quart de finale de façon, je dirais,
pas aisé, mais en tout cas sans anicroche, avec une vraie supériorité. Donc on est sur le fil, commence à être voilà, lancé par les matchs qui nous intéressent, voilà, qui sont les matchs éliminatoires. Et on a sur cette route-là la demi-finale en Afrique du Sud, donc le tirage forcément ne nous est pas favorable. On joue l'Afrique du Sud dans son pays, sur ses terres, qui attend ça comme une renaissance, hein, comme un phénix reviendrait, je dirais, à la vie après ces années d'apartheid, ces années, je dirais, en dehors du circuit mondial du rugby. Et on sait que c'est plus que du rugby qui revient, qui pourrait les remettre au premier plan, c'est toute une nation qui se remet au premier plan. Mais on n'a pas forcément confiance, parce que pendant un mois et demi, on a été bercé par les valeurs d'engagement, de musique, qui sont simplement, je dirais, un ode à la Coupe du Monde. Donc on est tous là, toutes les équipes, et puis on est encore en piste. Donc on a nos chances de pouvoir continuer. Et cette demi-finale, elle est dure parce que c'est écrit finalement, c'est écrit. Les dieux, je dirais, déversent des torrents de larmes sur ce match-là, qui est repoussé après 1h30, 2 heures. On ne le joue plus, l'Afrique du Sud ne veut plus le jouer, nous on veut le jouer parce qu'on est prêt, finalement ça négocie, ça parlote. On joue ce match, match très très serré. J'ai souvenir qu'on marque 3 essais, même si on a parlé beaucoup de l'essai de Benazi. On marque 3 essais dans ce match-là. Moi j'en marque un aussi, hein, sur une chandelle que dévie Philippe Sella. Je prends le ballon, je marque. On nous le refuse, on ne sait pas pourquoi. Un autre sur une introduction où le ballon sort vite, mais pas par le couloir, par la zone des pieds du joueur. Fabien Galtier plonge dans l'embut, marque. L'arbitre ne sait pas quoi dire, et finalement il dit on refait, on ne comprend pas pourquoi on refait. Et puis il y a l'essai aussi de Benazi qui est à la limite le plus contestable, parce qu'on sait, voilà, à la limite. Mais on sent que voilà, qu'on se tient avec cette équipe-là et que les choses ne sont pas favorables pour nous. Hein. Et on est éliminé à la suite de ce match-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Hein. Beaucoup de déceptions parce qu'on se sent un peu lésé, tout simplement, sur le moment. Même si on est jeune, qu'on ne comprend pas tout, on se dit qu'on n'est pas battu par plus fort que nous, qu'on nous a enlevé des choses sur le match. Ouais. Avant de comprendre après l'histoire, hein, qui s'est plus tard, parce qu'on voit la finale de la Coupe du Monde, qui est un moment merveilleux. On aurait aimé finalement y être parce que c'était magique. C'était magique. On était là parce qu'on était présent dans les tribunes. On a pu profiter finalement de tout l'entourage. On a pu profiter différemment hein, finalement de cette finale. Et la vivre tranquillement. Mais c'était juste au moment des hymnes de Mandela sur le terrain qui serre à la main par rapport à ce qu'il représente. Ouais, on aurait aimé y être. Enfin, moi, j'aurais aimé y être, bien sûr, lui serrer la main à ce moment-là. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est écrit et on a participé aussi à voilà, l'histoire de cette Coupe du Monde. On a participé à ce que la Coupe du Monde soit belle, que l'Afrique du Sud règne sur ce mondial et qu'elle retrouve, je veux dire, de sa superbe. Ouais. Et je pense que c'est tout un pays qui retrouve de sa superbe et finalement, c'est peut-être là le plus important. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. On lance, je me rappelle de ces mots de Bernard Lapassé, hein, qui dit voilà, le rugby devient professionnel. Bon, pas trop ce que ça veut dire. On se dit tiens, voilà, ça veut dire qu'on va faire que ça maintenant. Oui, apparemment, on va être payé un peu plus, mais on fait la même chose que ce qu'on faisait déjà. Donc, on attend que ça se mette en place, que voilà, ça va être contractualisé, mais même s'il y avait déjà des choses qui étaient déjà en place. Voilà, on ne se rend pas compte finalement de l'impact que ce qu'il y a. Et puis après beaucoup de discussions, voilà, des groupes qui approchent les joueurs en direct, qui veulent monter des projets. Donc on écoute tous, parce que ça nous concerne, parce qu'on est les joueurs de l'équipe de France, parce qu'on est les joueurs emblématiques et que voilà, le rugby se construit aussi avec l'ensemble de tous ces joueurs-là. Mais il y a beaucoup de discussions qui n'aboutissent pas ou qu'on ne voit pas de choses concrètes arriver. Et puis je pense qu'on s'en réfère surtout aux nos instances, hein, aux instances de club, aux instances fédérales. Donc il y a beaucoup de remue-ménage, mais il n'y a pas grand-chose finalement qui se produit. Et la suite logique du professionnalisme, je dirais, arrive avec peut-être 2-3 ans après, voilà, les choses qui se mettent en place, la fédération qui constitue une ligue nationale de rugby qui va être en charge voilà, de s'occuper du secteur professionnel. Entre-temps, on avait monté, nous, entre guillemets, un syndicat, qui était une association à l'époque, parce qu'on ne voulait pas l'appeler syndicat pour pas que ça soit trop, je dirais, agressif sur le nom, mais parce qu'on avait conscience aussi que voilà, le rugby devait s'écrire aussi avec les joueurs,
on voyait déjà, il y avait des interventions, des médias pour faire jouer des matchs à des heures pas toujours faciles, donc sans tenir compte finalement des conditions finalement qui étaient les nôtres, hein, de travail. Je me rappelle des matchs qu'on avait joués déjà à cette époque-là, à midi, en plein soleil. Ouais, ça avait été dur aussi pour les joueurs parce que c'était pas des heures habituelles. Et puis c'est vrai que bon, on ne tenait pas compte, voilà. Donc c'était important que les joueurs à un moment se fédèrent. Certains, par amitié, adhéraient hein, à l'association. Je ne savais même pas trop pourquoi, parce que finalement il n'y avait pas grand-chose à défendre. Mais se dire que le jour où on aurait besoin, voilà, si on est ensemble, ça pourrait le faire. Et finalement, on a eu plusieurs fois déjà brandi, attention, pas les menaces, mais de dire attention, on a un groupe solidaire, les joueurs, on veut bien construire le rugby, mais construisez-le en nous écoutant aussi. Ça a permis voilà, de lancer les débats et de pouvoir faire en sorte que Proval devienne voilà, quelque chose de supérieur, d'existant et qui ait toute son importance aussi. Ouais. L'espoir, il faut le prendre là où on le trouve. Donc si ça peut donner de l'espoir, bien sûr. Je pense qu'en 99, on arrivait. Il y avait une fatigue. On connaissait notre capacité à pouvoir faire des choses extraordinaires. On connaissait aussi notre capacité des fois à ne rien faire aussi. Malheureusement. Mais la tournée avait été longue, avait été dure. C'était une fin de saison qui était riche pour nous. Nous, on enchaînait. Enfin, moi, je l'avais perçu comme ça. Hein. Je venais d'avoir 29 ans. Le Stade Toulousain, on avait été champion. Une fois de plus, c'était une saison où on jouait pratiquement, je me rappelle, 45, pas loin de 50 matchs par saison. Hein. C'est vrai que la tournée, tu as envie d'y aller parce que voilà, c'est toujours bien. Mais c'est vrai qu'on était usés. Moi, on n'avait pas trop les ressources, certains, pour aller combattre au Tonga, au Samoa, en Nouvelle-Zélande. Ouais, il faut de l'énergie parce qu'ils nous attendent là-bas. Donc on y est allé, on a passé un bon moment, on a vécu des moments sympas. Mais sportivement, ouais, ça a été moyen, le groupe était moyen sur la performance sportive, même pas très bon, donc ça avait été dur. Le tournoi avait été aussi difficile parce qu'il y avait beaucoup de joueurs aussi, des bobos des uns des autres avaient été en constitution permanente. Donc on avait essayé finalement de bricoler, de limiter la casse. Il y avait des choses plus intéressantes, mais même sur les matchs où on commençait bien des fois certains matchs, pendant le match on perdait 1, 2, 3 joueurs. On rentrait d'autres joueurs, pas forcément aussi du même niveau, c'est la réalité de l'époque, hein, et ça avait été difficile, ouais, on avait subi pas mal. Je me rappelle de ce match qu'on perd contre l'Écosse, même si on démarre très bien. Je sais que Thomas Castagnède sort après qu'on ait marqué un peu de temps. Finalement, il y a tout un chamboulement. On se retrouve un peu en difficulté et on perd ce match logiquement avec des Écossais qui sont toujours très manipulateurs de ballon. Donc oui, un tournoi difficile. Et arrive ce fameux match de demi-finale finalement. Mais avant ça, il y avait aussi comment s'est construite cette Coupe du Monde aussi. Tous les groupes, à un moment, on a besoin, c'est comme ça, c'est la vie, même si on a besoin de guides, on a besoin d'entraîneurs, de personnes qui veillent à faire en sorte qu'on ait des conditions de travail, qui soient là, bienveillants, à nous mettre dans des conditions. Je pense qu'il y a une vérité, c'est que les joueurs à un moment deviennent acteurs de ce projet-là. Et on n'était pas forcément acteurs, on participait aux choses. Je me rappelle de Jean-Claude Scrella, de Pierre Villepreux qui a mis beaucoup de choses en place sur le travail, le matin, faire même des fois du réveil particulier, du chant, du yoga, des choses un peu bizarres à cette époque-là, mais qui permettaient finalement de pouvoir limite sortir des choses au fond de nous. Et nous, on les subissait, on le faisait, on n'y voyait pas trop d'intérêt, mais bon, on était jeunes, on était comme ça. Donc on n'était pas acteurs de notre Coupe du Monde. On la subissait, les événements, on faisait ce qu'on nous disait de faire. On n'était pas toujours d'accord dans ce qu'on voyait, ça c'est assez normal, c'est la vie. Et puis il y a eu, je dirais, forcément un besoin d'un déclic, c'est-à-dire qu'à un moment on a commencé une Coupe du Monde avec des tensions aussi, hein, des garçons, moi le premier, pas toujours heureux du sort qui nous était réservé. On s'est dit les choses, on a eu le mérite de se dire les choses, hein, encore une fois, avec le groupe, avec le staff aussi. Et puis le staff aussi nous a mis dans nos responsabilités à un moment, il nous a dit bon ben dans ce cas, voyons maintenant, allez-y. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, une fois qu'on nous donne un petit peu plus, je dirais, le volant, même si on est accompagné, après c'est qu'est-ce qu'on en fait, voilà. On n'a pas été parfait surtout, mais on a su avec beaucoup d'opportunisme et de la réussite aussi, hein, voilà, passer l'écueil des Fidji notamment à Toulouse, hein, qui n'était pas facile, on s'en sort un peu
par miracle, je dirais, sur ce match-là, parce qu'on n'a pas été brillant, mais on le passe. Et puis finalement, on se retrouve à la place où on voulait, c'est-à-dire se qualifier, on sort des poules, on se qualifie, on a ce quart de finale qu'est l'Argentine. On est content parce que finalement, c'est plutôt l'équipe qu'on voulait prendre. Et on la bat de façon difficile aussi au départ, mais bon, de façon correcte. Et s'ensuit voilà, forcément, je dirais, l'après-match avec le spectre de la Nouvelle-Zélande. On sait qu'on va prendre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. On sait qu'on a eu une année très difficile, chaotique. On sait que la dernière fois qu'on les a croisés, il n'y a pas si longtemps, 3 mois avant, on en a pris 50, qu'il n'y a pas match, entre nous, nos deux équipes en ce moment. Mais il y a un truc qui nous a fait mal, c'est voilà, c'est qu'on a du monde quand même. On était en France, cette Coupe du Monde. On a commencé le premier match à Béziers, il y a les supporters qui sont là, on le sent, la famille. On a fait le stage à Toulouse, on a joué ça s'appelle les Fidjiens à Toulouse, voilà, ça me parlait. On a été en stage, je dirais, à Seille. C'est notre quartier, c'est notre ville, les gens viennent aux entraînements, nous suivent. C'était pareil à Bordeaux, c'était pareil à Limoges, dans les endroits où on est passé, les stages à Millau, on voit des gens derrière nous quoi, qui comptent sur nous. Et finalement, on ne se dit pas qu'on va gagner, on ne se dit pas qu'on va battre cette équipe. On se dit simplement que quoi qu'il arrive, on va être digne, je pense, c'est ça. Que quoi qu'il arrive, on ne prendra pas 50 points. Que ça c'est impossible et qu'on va se battre surtout, quitte à y laisser tout. Voilà. Mais qu'on n'a pas d'autre choix, au moins pour respecter les gens et pour se respecter aussi, parce que je me rappelle en Nouvelle-Zélande qu'on avait pris 50 points, bon, on est sorti un petit peu pâteau, même si bon, on avait pris raclé un peu partout, mais voilà, devant notre public, loin des yeux, c'est une chose, là devant tout le monde, c'était pas possible. Donc on n'a pas de recette miracle, on a simplement la conviction que personne ne va lâcher, ouais, que personne ne va lâcher, personne ne va se trahir, que chacun fera double de son travail. Et puis qu'on verra bien, mais je pense pas qu'il y ait. Après, on a parlé beaucoup de choses qu'on a mis en place, qu'on a essayé bien sûr avant, dans la semaine, des consignes de nos coachs, des choses qu'on avait ressenties nous aussi. Voilà, mais on n'a pas de certitude. C'est pas pour autant qu'on a notre plan, même si on marque sur des choses qu'on avait vues un petit peu, on a la réussite qu'on provoque, mais les ballons tombés, la défense, les coups de pied suivent, le ballon qui te rebondit bien, et voilà, c'est ça qui nous fait gagner surtout. Mais surtout parce qu'on n'a rien lâché, qu'eux baissent un peu leur niveau et qu'ils se mettent à douter. Mais c'est la magie voilà, du sport finalement, de se dire qu'il n'y a pas match avant et à la sortie tu remportes. Ouais, c'est un exploit parce que cette équipe elle est extraordinaire. En plus de Nouvelle-Zélande, une des plus belles qui ait jamais existé. On ne voit pas comment les arrêter. Ils font un tournoi où ils écrasent littéralement toute la concurrence. On ne voit pas comment nous, avec ce qu'on a montré, on peut s'exposer. À part que voilà, peut-être que un petit peu de supériorité de leur côté, vu ce qu'on a produit. Nous, dans les retranchements, parce qu'on n'a plus le choix et on n'a que notre cœur à donner. Voilà, puis les proportions s'inversent, même si à la mi-temps on est mené, on n'est pas loin. Donc on s'accroche en disant voilà, on est bien, on ne gagnera peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on est digne, on est heureux même à la mi-temps. On est heureux, je ne sais pas combien il y a, je crois 24-13 peut-être, je ne sais pas de mémoire. On est dans les clous, si on ne prend pas une raclée, on existe, même si on est derrière. On est heureux et on ressort en disant voilà, ben, la seconde mi-temps, pareil, on lâche rien, tout simplement. Et après arrive ce qui arrive, c'est-à-dire voilà, des bons rebonds, des opportunités qu'on saisit et un coup moins de bien sur les Néo-Zélandais qui finalement, dans leurs yeux, on voit du doute, on voit de l'incompréhension, on voit tout simplement ils ne comprennent pas ce qui se passe, quoi. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et nous, on enfonce un peu le clou, hein. On enfonce un peu le clou en continuant à rien lâcher. Et ça nous sourit jusqu'au bout. Hein. Jonah, mais je crois que Jonah était un garçon toujours très digne. Je crois qu'il a vécu des choses, on a vécu des choses aussi. L'un l'autre, on s'est beaucoup appelé quand on a été blessé. Donc on s'est construit en même temps, on a commencé en même temps, donc on s'est toujours suivi. On a une histoire particulière parce que moi, Jonah, je joué 6 fois les Blacks, 4 fois battus, on a 4 fois battu les Blacks, donc il a toujours un regard un peu disant voilà, il y a comme un talisman sur cette équipe de France et notamment avec notre histoire commune. Et on en parle après le match, il me dit mais c'est pas possible, alors que oui, qu'ils sont plus forts que nous, oui, qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils sont mieux organisés, mais on continue l'aventure et eux sont éliminés tout simplement. Parce que sur ce match, pendant 80 minutes, on a montré des choses supérieures à eux, ouais, dans l'investissement. Donc il y a beaucoup de déceptions.
Non, il y a d'autres garçons, il n'y a pas que Jonah, parce que je me rappelle d'autres garçons qu'on a vu après, juste après, moi, Alama, Yeremia, entre autres. Bien sûr qu'ils étaient déçus, ils étaient affectés, parce que je pense qu'ils tombaient de très haut. Ils tombent de très haut, les Blacks. Hein. À ce moment-là, je ne vois pas comment la Coupe du Monde peut leur échapper. Je ne vois pas qui sur leur route, à part l'Australie, voilà, qui est un concurrent direct à eux, mais sur lesquels ils sont capables de les dominer aussi, va se mettre en dehors de route. Et je pense qu'ils sont peut-être déjà projetés sur la suite et ne voient pas peut-être la France comme à ce moment-là un obstacle possible. Simplement une étape. Ce qui a entraîné leur chute, ouais, je pense, à ce moment-là. 95. La demi-finale, peut-être, Pierre Berbizier. Ouais. Pierre Berbizier avait cette faculté à être très dur, mais à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait. C'était ça le rugby. Ce qui ne se fait plus, hein, à arriver à toucher encore, mais je pense que son histoire aussi, à Pierre et les entraîneurs qu'il a eu, peut-être Fouroux et d'autres, hein, c'était comme ça que ça se faisait à l'époque, mais c'était un autre temps. C'était un mot pour la stratégie, un mot pour le collectif, un mot pour les objectifs qu'on a du match, et puis après c'était le mot individuel à chacun, un par un. Ouais. Où tu attendais ton tour quand tu n'étais pas dans les premiers, tu voyais ça prenait du temps. Des fois, tu étais passé premier, mais c'était par ordre chronologique, donc de positionnement de l'équipe. Donc le premier armari est ramassé d'entrée. Et puis mais ça te faisait. J'ai toujours trouvé ça très, très dur, souvent après les matchs, comme une critique en disant ce qui n'a pas été, tout ça. Et là, ça a été quelque chose, je me rappelle de certains mots à certains joueurs. Il a touché ton âme, ouais. Il a touché le plus profond de soi, chacun, sur les racines, sur ta famille, sur ton histoire, pour faire sortir d'émotions. Ouais. Alors c'est bien que l'émotion, il ne faut pas des fois en avoir trop, mais il avait touché, ouais. Et même tellement fort que finalement, même quand il parlait des autres, ça nous affectait. Ouais. Je me rappelle le discours sur Benazi, sur l'histoire, le Maroc, fort, où tu vois Benazi qui a les larmes, et tu te dis, bon, tout le monde va être prêt, quoi. Après, il faut que ça dure, hein, sur le match. Mais ouais, je me rappelle de ce discours qui avait été pour chacun, du 1 au 22 ou 23, 22, je ne me rappelle pas à l'époque. Il y avait des mots, ouais. Des mots qui te mettaient devant ta responsabilité, devant. Moi, je prends mal de ton talent. Ouais, il est là. Ouais, mais ton talent, tu dois le mettre au service des autres. Tu dois le montrer. Donc, tu te sentais vachement responsable. C'est vrai que la Coupe du Monde était plutôt favorable, mais il demandait plus, quoi. Il demandait plus. Il dit aujourd'hui, ça ne suffira pas. Il va falloir que tu mettes encore plus de choses, voilà, et qu'il nous porte ce talent. Et tu te sentais responsable, ouais. Et tous, les uns après les autres, on avait une responsabilité en se disant, mais l'équipe repose sur moi. Et puis quand tu regardes à côté, à gauche, à droite, tu dis non, on est tous là, mais finalement, ouais, c'était fort. Ouais. C'était fort. C'est souvent une question qu'on nous pose, ça, mais rien. Tu peux rien changer, parce que changer quelque chose, peut-être ça affecterait d'autres choses. Et ce qu'on a vécu, j'en suis fier, j'en suis heureux, ce que j'ai pu vivre moi. Peut-être tu aurais pu avoir du mieux, peut-être tu aurais pu avoir du moins bien. On voit bien des garçons qui avaient du talent aussi, et une blessure, pas retrouver le niveau, ou passer à des choses, des opportunités pas saisies. Donc comment se plaindre? Comment se plaindre de son sort quand on a vécu ça? Non, non. Donc changer, tu as envie de changer plein de choses, et à la fois tu es heureux de plein de choses qui sont produites, et je pense que les choses qui sont produites, c'est parce que tu as vécu ces expériences heureuses ou moins heureuses aussi, qui t'ont forgé. Donc le fragile édifice de se dire ouais on va changer quelque chose en espérant que ça nous permette d'avoir du mieux partout, je ne suis pas sûr. Donc non, changer, non, rien. De la malchance, non. Non, il n'y a pas de malchance. Je ne peux pas dire de la malchance quand tu arrives en finale, comme c'est notre cas, on est battu par une équipe australienne qui est plus en place. On est rattrapé par notre niveau du moment, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de cœur, on a créé l'effet de surprise. On tombe sur une équipe d'Australie, je parle de 99, hein, où l'Australie est mieux en place. Je crois qu'elle n'a pas pris un essai de la Coupe du Monde. On rivalise avec eux pendant une mi-temps, on a des opportunités ils auraient pu les mener dans le doute, on ne les saisit pas, elles ne sont pas transformées, pas validées en tout cas. Donc l'Australie, son rouleau, voilà, se met en route et doucement son niveau fait le reste. Malchance, 95, c'est pas de la malchance, je pense que c'est l'histoire. Aujourd'hui avec le recul, c'est rien à voir avec la malchance, c'était écrit mais pour des raisons différentes.
Je pense qu'on en a payé le prix. Les Blacks en ont payé le prix aussi. C'est un prix cher à payer. Aujourd'hui, franchement, avec beaucoup de recul, bien sûr que c'est cher à payer en tant que sportif, en tant que voilà, la délégation française qui était là-bas, comme la délégation néo-zélandaise qui était là-bas. Mais ça représente quoi? Ça représente, allez, 60 bonhommes. 60 bonhommes comment mettre 60 bonhommes en balance avec un pays qui se reconstruit, qui a besoin de retrouver une économie, qui a besoin de retrouver de la visibilité, qu'est l'Afrique du Sud. Ça ne pèse pas dans la balance. Et aujourd'hui, à la limite, j'en suis heureux. Si ça a pu contribuer à avoir des personnes mieux dans le pays, même si on voit qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours le cas, mais tant mieux si on a contribué à ça, tant mieux. Et si c'est à refaire, je n'en changerai rien du tout. Rien du tout. Mais il y a la frustration forcément sportive qui restera, ça c'est comme ça. Mais la malchance, non. Je pense que la malchance, non, j'ai trop eu de moments heureux pour savoir que c'était pas de la chance de les avoir, quand c'était gagné dans le travail, dans ce qu'on a mis en place. Que quand ça sourit pas, ben, c'est qu'il nous manquait quand même quelque chose par rapport à d'autres, tout simplement. Une image douloureuse, forcément, en 95, qui n'arrivait pas trop, c'est Max Brito, ouais, quand on joue la Côte d'Ivoire. Ouais. Voir un garçon, là on est vraiment dans la compétition et c'est vrai qu'on n'est pas inquiet bien sûr sur l'issue du match. On a cette équipe de Côte d'Ivoire qui défend ses chances, mais qu'on domine. Et après il y a l'accident malheureux, on voit le garçon voilà, ça prend du temps. Donc tu es dans une forme un peu d'un match, je dirais un peu tranquille, voilà, un peu pas de décompression, mais tu sais que voilà, tu vas pouvoir le gérer un petit peu. Et puis tout d'un coup, tu es rattrapé par la réalité de finalement un accident, ça prend du temps, on nous dit que c'est grave, l'évacuation, tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, on est inquiet, on se dit, waouh, mince, quand même, on vient de passer un bon moment, on est dans un bon moment, parce qu'encore une fois, ce match-là, je dirais, sans être péjoratif par rapport à la Côte d'Ivoire, ne revêt pas un intérêt, je dirais, capital pour nous, parce qu'on sait qu'on va l'emporter. Mais on est rattrapé par la réalité ouais, de l'accident, tout simplement, qui est mince. On s'était tous croisés, en plus, la particularité de la Coupe du Monde 95, ce qui ne se faisait plus aujourd'hui, c'est qu'on avait eu l'ouverture de la Coupe du Monde à faire rassembler toutes les équipes, je dirais, sur un énorme chapiteau en début de compétition pour un repas. Donc on passait, tu avais les délégations de l'Argentine, de la France, de la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande, et tout le monde, voilà, tout le monde est habillé avec ses tenues, ses survêtements. Mais je trouve ça génial, c'est-à-dire que c'est comme une présentation le tour de piste des Jeux Olympiques, quoi. Voilà, tout le monde se voit, on se croise, certains se saluent parce qu'ils se connaissent. Et puis tu t'épilles, tu regardes un petit peu comment ils sont, ils ont l'air en forme, tu dis waouh, bon, voilà les Tongiens, ils n'ont pas l'air commodes là. Voilà, c'est ça, mais finalement il y a tout le monde qui se croise, voilà, c'est un peu la présentation de tout le village. Donc c'est des moments festifs, pas dans l'exagération, mais voilà, de retrouvailles en tout cas, qui lancent la compétition. Ouais. Et donc on a croisé tout le monde. On a vu des nations plus ou moins prêtes, d'autres peu moins, des niveaux d'exigence différents. Et quand ça arrive, voilà, malheureusement, un accident sur Max Brito, ouais, sur l'instant, voilà, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt parce qu'on est rattrapé par ça. Donc ça, c'est une image forte, ouais. Qui se régale. Qu'une Coupe du Monde, c'est très rare. Je le répète, beaucoup de grands joueurs n'ont pas eu la chance de le faire. Pour X raisons, quand on a la chance de le faire, il ne faut pas avoir de regrets. Gagner, perdre, comme n'importe quelle compétition, je dirais, ça c'est à la fin qu'on verra. Mais donner les moyens voilà, de vivre complètement, de participer, d'être acteur encore une fois de cet événement. Qu'on a travaillé, que tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est pour nous amener là finalement. Donc c'est déjà une récompense en soi. Quand on regarde derrière tous les garçons qui aimeraient être à ta place, se dire mais moi je suis prêt, moi je paye mon billet, à la limite si je peux venir, certains payent pour jouer, ça n'a pas de prix, il n'y a pas de valeur. C'est comme si je disais, ben, laisse ta place, vends ta place de participer à une Coupe du Monde, mais quel prix tu vas lui donner? Ça n'a pas de prix. Donc c'est un privilège énorme. Donc je le répète, c'est au-delà, c'est vivre pendant un mois et demi, je dirais, l'essence même de ton sport, avec ce qui se fait de mieux sur la planète. C'est extraordinaire. Donc non, ça peut être que du plaisir, que du bonheur. Il faut que ce soit que du bonheur. Même s'il y aura des moments difficiles, des moments plus joyeux, des moments durs, sportifs, mais ça reste que des moments sportifs. Mais de vivre ces moments-là, d'avoir la chance de pouvoir s'épanouir dans ces moments-là, c'est rare et c'est pas donné à tout le monde.
Peut-être, oui. Bon, enfin, après, je ne sais pas dans quelles conditions ceux qui n'ont pas joué, mais c'est vrai que oui, on a une idée, on a l'idée pour l'avoir vécu, donc on sait que c'est un marathon quand même, que sur la durée, il va falloir être conscient de ça, qui commence bien avant la compétition elle-même, hein, dans la préparation, dans ce qu'on met en place, mettre du sens aussi pour que les joueurs comprennent déjà rapidement, ce que nous on n'avait pas toujours perçu par moment. Donc ouais, c'est un vrai travail de programmation, donc je pense que ça aide un peu à se replonger un peu dans le joueur qu'on était et se dire qu'on a besoin de prendre du temps pour expliquer les choses, qu'on a besoin de prendre du temps pour que tout le monde ait le même niveau d'information, la même compréhension. Euh, et après, je répète, ça reste, ouais, ça reste un tournoi, ça reste un super tournoi. C'est le tournoi peut-être, mais donc en tout cas, cette expérience, elle peut être bénéfique si on ne l'a pas oubliée, si on la met à bon escient pour de dire tiens, les choses qui nous ont peut-être marqué à notre époque, qui ont été difficiles à vivre, il faut faire attention à tout ça, ouais. Parce que passer du temps ensemble, c'est bien, mais c'est continuer à s'écouter régulièrement, continuer à avoir des moments aussi de parole. Euh, des fois, on a l'impression que comme on est ensemble, tout se dit, et finalement, voilà, il faut être vigilant à plein de choses, ouais. Donc ça aide quand même, ouais. Euh, je crois que je suis arrivé à la bonne période. Moi, j'ai commencé, le rugby était encore dangereux, je pense, ouais, dangereux. Dangereux parce qu'il était moins regardé, moins surveillé, moins réglementé, ou en tout cas les règles étaient là, mais c'est difficile de les appliquer, on avait moins de moyens, peut-être des arbitres aussi pour les appliquer. Et forcément, c'était un peu la loi de la jungle hein, sur le terrain, c'était rugueux, ouais. C'était agressif, c'était dur, c'était déloyal souvent. Donc les choses se réglaient sur le terrain, au sol. Donc la dangerosité, ouais, je pense que c'était ça pouvait être très dangereux, ouais, très dangereux avant. Les blessures étaient d'un autre type. C'est difficile de comparer. Aujourd'hui, les joueurs sont plus forts, plus vite, donc les contacts font, même si les joueurs sont plus prêts aussi, qu'ils ont des armadas de médecins, de soins, de personnes autour d'eux qui font en sorte, qui préparent l'organisme à être une armure, à préparer à tous ses coups. Mais ça va plus vite, c'est plus fort. Avant, les joueurs étaient bien moins prêts et n'étaient pas prêts, je veux dire, à avoir des chocs comme ça. Et ça pouvait arriver par moments. Donc finalement, les dégâts étaient ouais, très importants. C'était dangereux parce que tu ne savais pas quoi t'attendre. Ouais. Ouais. Après, tu avais l'instinct de survie. Hein. Ça, c'était aussi. Voilà, au sol, il n'y a pas besoin de te dire lâcher le ballon. Hein. Alors, il y a toujours des vaillants qui lâchaient rien et qui ont fait leur gloire aussi là-dessus, hein, ensanglantés, mais qui se relevaient toujours dignes, fiers, en disant voilà, ok, je ramasse, mais je suis là. Mais enfin, ils ramassaient les mecs quand même. Hein. Généralement, quand tu tombais au sol, tu t'es éloigné, tu dis hop, 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 tu laissais tout et tu dis je ne suis plus là. Mais c'était ouais, c'était dur, ouais, c'était dur. Bien que moi, je ne l'ai pas forcément ressenti comme ça, parce que j'étais un joueur du champ profond, plus dans l'évitement aussi, donc j'allais pas trop, je dirais, me frotter à la faculté aussi de sortir assez régulièrement des endroits chauds, ou de faire en sorte de ne pas y être voilà, par l'évitement naturel, je dirais, ou de survie. Peut-être j'avais compris très tôt que le contact, c'était peut-être pas. Fallait déjà prévoir le rugby de demain. Donc, mais c'était rugueux, ouais. Mais je sais pas, je dirais que. Autant je dirais qu'on prend un joueur de l'époque, et encore, on a évolué nous, parce qu'on a connu cette époque-là, puis il a fallu qu'on s'athlétise, qu'on devienne aussi des joueurs pros. Hein. Donc on a connu ce rugby aussi d'aujourd'hui, même s'il a encore accéléré. Mais je dirais que les joueurs de l'époque, si certains pourraient. Ce serait difficile pour eux de jouer à l'époque actuelle, sans faire ce travail de développement physique, de conditions, de préparation, de tout ça. Je dirais que l'inverse est vrai aussi. Hein. Je prendrais un joueur le plus près aujourd'hui possible, hein, au top. Je le mettrais dans un rugby de l'époque. Je pense qu'au bout de 3 minutes, il dit qu'est-ce que c'est où je suis là? C'est quoi cette jungle? Je pense qu'il ne serait pas à l'aise. Il ne serait pas à l'aise non plus parce que quelque part, ça sort des codes. Ça sort un peu de se dire voilà, l'intégrité, bon, elle est préservée dans certaines situations. Là, c'est le monde, hein, par moment. Ou les copains. J'ai joué maintenant pour moi à l'époque, même si elle a évolué encore une fois, j'ai joué ce rugby-là moderne. Donc oui, j'aimerais jouer, ça ne me dérangerait pas. Il est même si c'est un peu refermé, qu'il a peut-être un peu moins de. Ouais, on l'a peut-être un peu plus, encore plus codifié. On peut
plus codifié qu'avant. Alors, dû à la connaissance de l'adversaire, à vouloir tout maîtriser. Mais t'aimerais jouer parce qu'il y a encore la possibilité de faire des choses, c'est toujours pareil. Mais dans 20 ans, on posera la question et on me dira ouais, j'aimerais jouer aussi dans 20 ans. Mais non, j'ai connu ce rugby-là, j'ai connu ce rugby moderne aussi. Même si, encore une fois, bien sûr, il a changé aussi encore. Mais non, mais j'ai aimé aussi cette époque, ouais, cette transition. Voilà, cette transition où c'était encore peut-être moins codifié justement, où l'ADN de chacun était vraiment fort, de l'équipe, du club, de la nation était forte et se ressentait sur la façon de jouer. Ouais. Et finalement, on s'adaptait, on essayait, mais il fallait faire preuve souvent de réactivité pour pouvoir à la limite prendre le contre-pied de l'adversaire. Et puis tu le faisais par rapport à ton talent individuel ou collectif. Pas forcément sur de la super stratégie qu'on avait mis en place, parce qu'il ne se passait pas souvent ce que tu voyais, hein, parce qu'il y avait moins de choses aussi à voir. Hein. Donc c'était plus tourné vers toi, ce que tu proposais. Ouais. On était plus tourné vers nous, notre capacité à qu'est-ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, on regarde beaucoup comment ne pas subir l'adversaire, comment trouver les failles de l'adversaire, comment arrêter le jeu de l'adversaire. C'est pour autant que la défense, voilà, aujourd'hui, a pris peut-être des fois parfois le pas sur l'attaque. Ouais. Mais non, on a eu la chance de connaître finalement ce rugby avec une vraie évolution. Donc, ce que les joueurs modernes ne connaîtront pas. Je veux dire, si, ils l'ont connu chez les jeunes. Chez les jeunes, on est dans ce rugby-là encore. Voilà. On est dans ce rugby qu'on a connu nous à nos départs, même si c'était l'équipe première. Et quand tu passes chez les pros, ils voient bien que voilà, le jeu devient vraiment très structuré. Et il faut croire que je suis retourné à ma nostalgie, hein, c'est-à-dire je m'occupe de toute la formation. Je suis manager de la formation au Stade Toulousain Rugby. Donc j'ai à la charge toutes les équipes, hormis celles des pros forcément, y compris bien sûr les équipes féminines. Voilà, donc qui nous permet aussi de voir un rugby très rafraîchissant, très déterminé aussi, qui est une vraie bouffée d'oxygène pour notre rugby parce qu'on a intégré les filles depuis 2 ans. Et puis voilà, faire en sorte que les rêves de certains gamins puissent se réaliser, en tout cas leur donner les outils pour qu'ils puissent à un moment rejoindre les grands frères qui croisent régulièrement et qui les font rêver. C'est ça notre travail. C'est pas que ça. Pour certains, je le répète, pour certains, ça sera ça. Et pour le plus grand nombre, c'est d'en faire des bonnes personnes, tout simplement, à travers le rugby. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas que du rugby au Stade Toulousain, on fait de l'éducation familiale, scolaire et du rugby. Mais mon intérêt à moi, c'est que les personnes soient des personnes avec des outils qui puissent être armés dans la vie pour être des bonnes personnes et qui puissent prospérer, avoir une activité qui les séduise, sur laquelle ils s'épanouissent et qu'on aura toujours plaisir à croiser parce que le rugby leur a apporté ça dans cet univers familial qu'on essaie de développer. Ouais. Ça, c'est ma mission. Ouais. Avec beaucoup d'intérêt, forcément, parce que chaque match qu'il joue, chaque moment qu'il vit, ça me replonge un petit peu dans. Voilà, il doit préparer, quelle heure il est. Voilà, on a vécu ces moments-là. C'est le moment du repas, là ça va, puis après la sieste, puis là maintenant ça va être le briefing, l'avant-match. Voilà, il y a toujours un petit peu beaucoup de transposition là-dessus. Mais non, moi je suis heureux de le voir heureux tout simplement. Aujourd'hui, il a choisi une voie et il n'y a pas d'obligation. Il a mis beaucoup d'investissement dedans, il est récompensé en partie par son travail qu'il a fait depuis de nombreuses années, parce qu'il a toujours été déterminé, motivé pour ça. Donc je suis heureux de le voir s'épanouir tout simplement. Et puis c'est vrai qu'il a la chance de connaître très tôt, et de connaître en tout cas ce qui se fait de mieux. Et c'est extraordinaire, parce qu'encore une fois, tout ça c'est du privilège. Être professionnel, c'est privilège, mais même pas les professionnels, tous ne sont pas en équipe de France, c'est du privilège. Tous n'ont pas la chance de disputer des Coupes d'Europe. Voilà, c'est aussi des moments privilégiés. Donc, faut qu'il en soit conscient pour le jour où il y aura un petit peu de moins bien, un petit peu de démotivation, un petit peu sur lesquelles des choses qui nous ont tous affectés à un moment, mais de se dire, j'ai pas le droit, il y en a 5000 qui attendent, qui aimeraient être à ma place. Et quand tu entends ça, quand tu sais ça, tu te dis, voilà, on le voit plus comme un privilège, comme une vraie opportunité, une vraie chance finalement. Et ça nous remet du baume un peu au cœur, parce que la vie, même si elle est magnifique en tant que joueur professionnel, ça devient une routine aussi. Hein, donc on n'est pas tous les jours à fond les manettes, mais voilà, il faut savoir se rappeler et prendre du recul un peu.
Je ne sais pas si c'est un avantage. Je sais que peut-être d'autres qui n'ont pas eu des parents champions du monde s'en sortent très bien aussi. Donc, moi, j'ai fait à ma façon, voilà, avec notre histoire, tout simplement. Encore une fois, j'ai toujours dit, je ne vivrai pas ta vie. Tu es unique, comme ton frère est unique, comme moi je suis unique. Je veux dire, cherche pas à me copier. Moi, je ne pourrais pas copier ce que tu fais. Et laisse les gens parler sur les comparaisons. C'est stupide une comparaison. Porter le nom, c'est complètement différent. On fait un bilan d'un garçon comme qui est moi, qui a fini ma carrière après 17 ans au niveau, et un garçon qui démarre, qui a 1 an. On fera un bilan dans 15 ans pour ceux qui veulent, voilà, ou dans 16 ans, à ce moment-là, et encore. Donc ça sert à rien, ça. Enfin, ouais, je trouve ça stupide. Mais par contre, on devrait lui dire que de bien faire les choses, voilà, que s'il a envie, l'accompagner, en tout cas, c'était ça le but. C'était pas lui éviter les pièges, ou en tout cas certains pièges, de lui présenter. Après, si tu es tombé dedans quand même, je répète, ça fait partie de l'expérience. Peut-être que des fois, il faut savoir se brûler aussi. Tu ne veux pas à un moment faire en sorte que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème. Tu ne veux pas. On parlait tout à l'heure de construction. Il y a des choses à changer, je ne changerai rien parce que je pense que tout m'a construit. Les blessures m'ont construite, les illusions m'ont construite, les échecs m'ont construit, les frustrations m'ont construite aussi. Mais il faut les vivre. Si tu ne les as pas, peut-être que j'aurais pas été le joueur revanchard, vindicatif, qui cherche toujours plus à prouver, qui veut toujours dépasser les autres, ou le copain, ou tout ça. Parce qu'il a, voilà, il est en concurrence avec lui-même finalement. Donc c'est aussi ta construction. Donc il faut savoir aussi que certains pièges te tombent dessus pour que tu ressentes et que tu aies la douleur. Pour te dire, ben, ça plus jamais. Après, essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le gros pépin, quoi. Donc après, on peut parler, et après, encore une fois, ça sera son chemin. Ça sera son chemin. Moi, je peux que lui indiquer des fois des choses ou lui faire prendre conscience de choses. Après, je le laisse complètement, entièrement libre de ses choix parce que j'estime que ses choix, finalement, avec le recul, en le laissant, ils sont plutôt bon dans l'ensemble. Voilà, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui me montre, même moi, qui des fois, je dis quand même là, dans certaines situations, il arrive à me bluffer encore, à me dire, franchement, à ta place, je ne sais pas si je m'en serais aussi bien sorti, et je pense sincèrement que non. Donc finalement, je n'ai pas trop de leçons à lui donner, même si on discute beaucoup, on échange, on continue d'échanger. Je pense que voilà, on a installé une certaine confiance dans notre relation, hein, pas de papa et d'enfant, mais aussi des fois de discussion, d'échange sur le sujet. Mais sinon, non, je le laisse s'épanouir en tout cas. Pourquoi pas? Finalement, oui, j'ai pensé plusieurs fois. Je suis content que non, au départ, parce que ce que tu peux faire avec les jeunes, forcément, ça c'est plus facile, c'est moins médiatique. Au niveau professionnel, forcément, on aurait toujours tout de suite dit ils favorisent. Alors que moi, je n'ai jamais favorisé, j'ai simplement mis l'évidence. Parce que j'ai la connaissance aussi et que je vois peut-être ce que les gens ne voyaient pas aussi au départ. Parce que je connais bien mieux que n'importe qui. Donc, ouais, il y a des choix qui ont été faits le concernant sur lesquels je ne suis pas contre. Certains ont vu aussi certaines choses. Ouais. Mais quand c'est d'autres qui le font, c'est pas grave. Si c'est toi le père, on peut toujours y mettre une connotation de favoritisme. Ouais. Bien sûr. Bueno, c'est très bien. Bon, écoute, c'est ce qu'il faut. No me puedes tú abandonar, no me puedes tú dejar y olvidarme así.